Présidentielle au Mali, la Cour constitutionnelle a validé ce mercredi 24 candidatures et en a rejeté 6 au cours de la proclamation définitive de la liste des candidatures. Au Mozambique, la commission électorale a annoncé ce mercredi la suspension de l'organisation des élections locales prévues en octobre pour cause de divergences entre le gouvernement et la Renamo. Et puis en République démocratique du Congo, le chanteur Fally Ipupa a été nommé ambassadeur de bonne volonté de la MONUSCO dans la lutte contre le recrutement d'enfants par des milices. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Le vice-président du Malawi, Saulos Chilima, en rupture de banc avec le chef de l'État Peter Mutharika, dont il dénonce la corruption, a fait une annonce de taille ce mercredi. Il défiera le président sortant lors de l'élection présidentielle prévue en mai 2019. Je suis prêt à entrer dans la course. Si nous suivons un processus transparent et démocratique, je présenterai ma candidature, a déclaré Saulos Chilima lors d'un entretien très attendu accordé à la radio Zobiac. Dans les 10 jours, je dirai si je me présente seul en tant que candidat indépendant ou au nom d'une alliance ou d'une grande coalition, a-t-il précisé. Membre du Parti démocratique progressiste DPP au pouvoir, Chilima, 45 ans, a été élu vice-président sur le ticket de Peter Mutharika, vainqueur de l'élection présidentielle de 2014. Depuis quelques mois, il a pris publiquement ses distances avec le chef de l'État. Au début du mois, il a claqué la porte du DPP et sévèrement critiqué son chef. Notre nation reste l'une des plus pauvres. Le népotisme, le copinage et la corruption sont endémiques et seuls ceux qui ont des relations en profitent, avait-il alors dénoncé. En effet, la gouvernance du régime de Peter Mutharika fait l'objet de vives critiques. Des milliers de personnes ont défilé en avril dans plusieurs villes de ce petit pays pauvre d'Afrique australe pour protester contre la corruption. Et depuis la semaine dernière, le président est mis en cause par une enquête du bureau anticorruption qui le soupçonne d'avoir touché des pots de vin d'une entreprise qui avait remporté un marché public. Mutharika, investi cette semaine par son parti pour briguer un nouveau mandat, a démenti ces allégations, mais l'opposition ne cesse de réclamer sa démission. L'ex-présidente du pays, Joyce Banda, de retour d'exil, a annoncé de son côté qu'elle briguerait l'investiture de son parti, le Parti populaire PP, pour la présidentielle. Au Mali, la Cour constitutionnelle a publié la liste officielle des 24 candidats retenus pour la présidentielle du 29 juillet prochain, et ce, alors que la campagne officielle pour la présidentielle doit débuter le 7 juillet prochain. Présidentielle du 29 juillet prochain au Mali, la Cour constitutionnelle a validé ce mercredi 24 candidatures et en a rejeté 6 au cours de la proclamation définitive de la liste des candidatures, et ce, alors qu'elle avait validé la semaine dernière 17 candidatures et en avait rejeté 13 autres au cours d'une proclamation provisoire. La Cour précise que tous les candidats recalés la semaine dernière ont apporté la preuve qu'ils avaient une liste complète d'élus soutenant leur candidature comme l'exige la loi. Ainsi, parmi les candidats repêchés figurent l'ancien Premier ministre tchèque Mohamed Abdoulaye Souad, dit Modibo Diarra, les anciens ministres Shogel Kokala Maïga et Muntaga Tall. La candidature du chef religieux et élu d'une localité du centre du Mali, Harouna Sankaré, a également été validée. Outre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, parmi la liste définitive des candidatures acceptées figure également l'ancien ministre Ali Batili et une femme d'affaires, Djeneba Ndiaye. Par ailleurs, la campagne officielle pour la présidentielle doit débuter le 7 juillet prochain. Au Mozambique, l'organisation des élections locales prévues en octobre prochain a été suspendue pour cause de divergences entre le gouvernement et l'ex-rébellion devenue opposition, la Renamo. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la commission électorale. L'organisation des élections locales prévues en octobre au Mozambique a été suspendue pour cause de divergences entre le gouvernement et l'ex-rébellion devenue opposition. Nous n'avons pas de loi pour organiser le scrutin. Attendons donc que le Parlement vote ces lois et nous rétablirons alors les élections. Ainsi s'exprimait devant la presse ce mercredi le porte-parole de la commission électorale, Paolo Sinica. Depuis plusieurs semaines, le président Filipe Nyusi et la Renamo s'opposent sur la date à laquelle
Les rébellions pourraient procéder à la démilitarisation de ces combattants qui ont pris le maquis dans le centre du pays. Le chef de l'État a exigé qu'elle ait lieu immédiatement, alors que la Renamo a promis de ne l'engager que d'ici aux élections. Ces tensions ont provoqué le mois dernier le report s'inédié à l'initiative des élus du Parlement au pouvoir, le Frélimo, du vote au Parlement de la loi électorale nécessaire à la tenue des élections locales du 10 octobre prochain. Et selon les explications du porte-parole de la commission électorale, si la loi électorale n'est pas votée rapidement, les élections devront être reportées. Précisons que des élections générales sont prévues au Mozambique en 2019. Ce journal se poursuit. Remaniement du gouvernement en Côte d'Ivoire. La présidence ivoirienne a fait l'annonce ce mercredi sur fond de crise politique dans la coalition au pouvoir. Une nouvelle qui tombe 2 ans avant l'élection présidentielle. Le président ivoirien a mis fin aux fonctions du gouvernement. Toutefois, a été reconduit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alassane Ouattara l'a chargé de lui proposer une équipe gouvernementale constituée du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et de la société civile. Cette situation a été suscitée par le refus du PDCI de constituer avec le RDR un parti unifié avant le prochain scrutin présidentiel. Le RHDP désigne à la fois la coalition électorale RDR-PDCI qui a remporté les élections de 2010 et 2015 et le futur parti unifié voulu par le président Ouattara. Ce projet de parti unifié suscite des divisions au sein du parti au pouvoir et du PDCI. En effet, le PDCI, après avoir soutenu à 2 reprises la candidature victorieuse d'Alassane Ouattara, réclame sa part du gâteau comptant pour 2020, soit un candidat issu du PDCI soutenu par le RDR. Mais le RDR ne semble pas vouloir l'entendre de cette oreille. À présent, le nouveau gouvernement devrait avoir reconduit les ministres PDCI favorables au parti unifié et devrait s'ouvrir aux petits partis qui ont décidé de le rejoindre. Le divorce semble en bonne voie et la situation conforte les soupçons suivant lesquels Alassane Ouattara pourrait bien briguer un 3e mandat. L'appel à la grève générale lancé par les principaux syndicats pour protester contre une hausse de 25% du prix du carburant à la pompe était largement suivi ce mercredi en Guinée. C'est du moins le constat fait par un journaliste sur place. Cette grève a été initiée par l'intersyndicale formée de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, et de l'Union syndicale des travailleurs, USTG. À Conakry, le secteur des transports était le plus touché par cette grève. Toutes les gares routières de transport interurbains et internationaux sont restées fermées. La circulation des transports en commun était rendue impossible par des jeunes postés dans plusieurs points de la ville. Le manque de taxis et de minibus a affecté l'administration qui, de fait, était complètement paralysée. Mercredi matin, la grande majorité des banques étaient fermées, tout comme les commerces et les grands marchés. Dans le reste du pays, notamment dans les grandes villes comme Kindia, Mamon, Labé, Nzérékoré et Boké, le mouvement était également suivi, selon des témoins interrogés depuis Conakry. Le gouvernement guinéen a procédé le week-end dernier à un réajustement des prix des produits pétroliers. Cette décision a été vivement critiquée par les syndicats et la société civile qui ont exigé du gouvernement qu'il renonce à cette augmentation qui va notamment toucher les produits de grande consommation comme le riz, l'huile, le sucre, a déclaré Abdourahmane Sano, président de la plateforme des citoyens unis pour le développement. Dans le contexte actuel, marqué par une pauvreté aiguë des populations et une corruption sans précédent au sein du gouvernement, rien ne justifie l'augmentation du prix du carburant qui provoque une flambée des prix des produits de première nécessité et une dégradation du pouvoir d'achat des populations, a jugé la plateforme dans un communiqué. De son côté, le gouvernement a invité les partenaires sociaux à une réunion de concertation mercredi au ministère de la fonction publique. Je le disais en titre, le chanteur congolais Fally Ipupa a été désigné ambassadeur de bonne volonté de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO dans la lutte contre le recrutement d'enfants par les groupes armés en République démocratique du Congo. La mission en a fait l'annonce ce mercredi.
L'artiste congolais Fally Ipupa devient ambassadeur de bonne volonté pour mettre fin au recrutement d'enfants par les groupes armés et les milices en République démocratique du Congo, a déclaré Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO lors d'une conférence de presse à Kinshasa. C'est l'engagement et l'empathie de Fally Ipupa, combinés à sa notoriété, qui ont motivé le choix de lui demander d'accompagner la MONUSCO dans ce combat. Star de renom, Fally Ipupa est déjà engagé en RDC dans la lutte contre la malnutrition chronique qui touche les enfants et pour l'accès à l'éducation pour tous avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. La RDC a été ravagée par deux guerres entre 1996 et 2003. Sa partie orientale est toujours en proie aux conflits armés. Plusieurs dizaines de groupes armés et milices s'y affrontent pour le contrôle des terres et des zones riches en ressources naturelles. Un autre conflit a ensanglanté la région du Kasaï dans le centre entre septembre 2016 et 2017, faisant bondir le nombre d'enfants enrôlés dans des milices. Et selon un rapport de l'ONG suédoise War Child du mois de mai, la grande majorité des enfants qui rejoignent les groupes armés en RDC le font volontairement, faute d'alternative. Le pays a été retiré en 2017 de la liste noire de l'ONU des pays recruteurs d'enfants soldats au sein de leurs armées. Les pêcheurs sénégalais pourront désormais travailler en Mauritanie. C'est une nouvelle convention conclue cette semaine entre le Sénégal et la Mauritanie qui le permet. Une réalité qui intervient 2 ans et demi après la fin de leur dernier accord de pêche. Le nouvel accord de pêche a été signé lundi à Nouakchott en marge du sommet de l'Union africaine entre les ministres sénégalais et mauritaniens de la pêche. Ce nouveau contrat d'une durée d'1 an renouvelable stipule que les pêcheurs sénégalais sont bénéficiaires de 400 licences pour capturer 50 000 tonnes de poissons avec 400 pirogues. Les espèces concernées par cet accord sont notamment les sardinelles, les chinchards, les etmalos et les anchois. Le Sénégal versera à la Mauritanie 15 € pour chaque tonne de poissons pêchés, dont 10 € dus par les pêcheurs et 5 € par l'État du Sénégal. Le débarquement des captures des pêcheurs sénégalais dans les eaux mauritaniennes se fera d'abord en territoire mauritanien pour permettre aux autorités mauritaniennes de procéder à des contrôles avant leur acheminement au Sénégal. Ce nouvel accord a été conclu après la mort le 29 janvier d'un jeune pêcheur sénégalais tué par des gardes-côtes mauritaniens dans les eaux territoriales mauritaniennes. Le précédent accord de pêche qui liait Dakar à Nouakchott n'avait pas été renouvelé depuis janvier 2016. Les pêcheurs sénégalais sont confrontés à une raréfaction de la ressource halieutique dans leur pays, due notamment à une surexploitation. Et puis en Grande-Bretagne, 2 personnes exposées à une substance inconnue ont été retrouvées inconscientes dans une ville. Cette dernière est voisine de celle où l'ex-espion russe Sergei Skripal a été victime d'une tentative d'empoisonnement en mars. Le mystère entourait mercredi l'hospitalisation de 2 personnes retrouvées inconscientes et dans un état critique. Avant de se retrouver dans un tel état, elles ont été exposées à une substance inconnue à Amesbury, en Grande-Bretagne. C'est une ville du sud de l'Angleterre, voisine de celle où l'ex-espion russe Sergei Skripal et sa fille avaient été victimes de l'empoisonnement à l'agent innervant. Je ne suis pas vraiment inquiète par le fait que cela soit lié à l'empoisonnement de Skripal. Apparemment, tout le monde dit qu'il n'y a pas vraiment de risque pour la santé ou quoi que ce soit du genre. J'espère que nous aurons bientôt des réponses. C'était assez préoccupant quand nous avons reçu l'information sur le type de véhicule d'urgence qui était présent. Il y a des gens de tous les milieux, d'un large éventail de pays, des membres des forces armées. C'est un quartier vraiment nouveau et donc tout le monde ne se connaît pas encore. Les 2 personnes, un homme et une femme, toutes 2 quadragénaires, ont été retrouvées inconscientes samedi 30 juin dans une habitation de la ville d'Amesbury. C'est à une dizaine de kilomètres à Salisbury que Sergei Skripal et sa fille ont été victimes d'une tentative d'empoisonnement à l'agent innervant le 4 mars, un incident attribué par le Royaume-Uni à la Russie et qui a entraîné une crise diplomatique.
Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Ne zappez surtout pas, l'information reste en continu sur Sika TV.